Je m'appelle Léa Dubois et j'avais 17 ans la nuit où ma famille a décidé que la maison valait plus la peine d'être sauvée que moi. Les alertes météo hurlaient sur tous les téléphones du département depuis 2 jours, annonçant une tempête d'une violence inédite et une évacuation obligatoire. Les gens scotchaient leurs fenêtres, rentraient les meubles de jardin, fourraient des vêtements dans des sacs poubelles et partaient avant que les ponts ne soient fermés par la préfecture. Je pensais que je partais aussi, j'avais déjà posé mes baskets près de la porte et préparé les croquettes pour les 2 chiens et le vieux chat gris qui dormait sous mon lit. C'est alors que ma mère a regardé les animaux, puis les voitures chargées à bloc, et a déclaré que quelqu'un devait rester parce que les hôtels n'acceptaient pas les bêtes et que les pilleurs adoraient les maisons vides après les catastrophes. J'ai ri parce que je croyais qu'elle plaisantait, mais personne n'a ri en retour. Mon père a apporté des planches de contreplaqué jusqu'à la fenêtre de ma chambre et les a clouées de l'extérieur. Quand je lui ai demandé pourquoi il barricadait ma pièce après avoir dit à tout le monde de monter en voiture, il a répondu que c'était pour que je n'ai pas de mauvaise idée une fois que le vent soufflerait trop fort. Ma mère a pris la dernière voiture, mon frère s'est installé à l'arrière, et ma tante tenait une glacière remplie de snacks sur ses genoux. Je me tenais sur le perron avec 3 animaux terrifiés derrière moi pendant que mon père coupait le disjoncteur général avant de s'en aller. Toute la maison a été plongée dans le noir avant même que la tempête n'arrive. 6 heures plus tard, mon téléphone s'est éteint. 19 heures plus tard, j'étais toujours assise dans le placard du couloir avec des serviettes mouillées sous la porte, un chien tremblant contre mes côtes, le chat griffant mon sweat à capuche. Et quelque chose de lourd s'écrasant sur le toit si fort que j'ai cru que le plafond allait s'effondrer. Et j'ai souri. Pas parce que j'étais courageuse, ni parce que j'allais bien. J'ai souri parce que pour la première fois de ma vie, je comprenais enfin exactement ce que je représentais pour eux. Mais avant de vous raconter ce qui s'est passé 9 ans plus tard, quand mon téléphone a explosé sous 53 appels manqués et que mon père m'a supplié d'arrêter. Dites-moi d'abord ceci. Quelle heure est-il chez vous en ce moment et d'où écoutez-vous cette histoire? Je veux savoir jusqu'où ce récit voyage avant qu'il ne réalise que la vérité n'est pas restée enterrée sous cette tempête. Mon père s'appelait Gérard Dubois et le pire chez lui n'était pas qu'il était toujours cruel, mais qu'il savait exactement quand se montrer aimable pour que les autres ne croient jamais ce qui se passait à l'intérieur de notre maison. Il travaillait au service technique de la mairie depuis presque 20 ans, ce qui signifiait qu'il comprenait les alertes météo mieux que quiconque. Il savait ce qu'une tempête de force 12 pouvait faire à un toit, à une fenêtre, à une ligne électrique ou à une adolescente piégée dans une maison sombre. Ma mère, Martine Dubois, travaillait au secrétariat d'une école primaire et faisait du bénévolat à la paroisse chaque Noël. Les gens la disaient patiente, généreuse et altruiste, affirmant qu'elle avait un don pour rassurer les enfants. Je me demandais souvent si j'étais la seule enfant que ce don n'avait jamais atteinte. Mon frère Théo avait 2 ans de moins que moi, mais il avait toujours été traité comme l'enfant que mes parents attendaient avec impatience. J'étais l'accident de jeunesse, il était la seconde chance dont il était fier. Quand Théo avait un 12 en maths, ma mère affichait sa copie sur le frigo en disant qu'il faisait de son mieux, mais quand j'avais 18 de moyenne, mon père levait à peine les yeux de son café en disant que c'était simplement mon devoir. Théo avait des chaussures neuves à chaque rentrée, tandis que je récupérais son vieux sac à dos quand il décidait que la fermeture éclair l'agaçait. Théo a eu une petite voiture d'occasion à ses 18 ans parce que, selon mon père, un garçon avait besoin d'indépendance, alors que je devais faire 5 kilomètres à pied pour rentrer du lycée parce que, selon le même homme, la marche forgeait la discipline. Ma tante Josiane s'est installée chez nous quand j'avais 14 ans après ce qu'elle appelait une mauvaise passe. Cette mauvaise passe a duré des années. Elle n'a jamais payé de loyer, n'a jamais fait les courses,
et trouvait pourtant le moyen d'avoir des opinions sur mon prétendu égoïsme. Elle appelait Théo son chéri et m'appelait la tragédienne. Elle disait à ma mère que j'avais un visage difficile, comme si j'accusais toujours quelqu'un de quelque chose. Peut-être que c'était vrai. Peut-être que déjà, je sentais la vérité tapie dans chaque pièce avec nous, silencieuse et laide. La seule personne qui m'ait jamais fait me sentir désiré était ma grand-mère. Mamie Jeanne. Elle vivait à 15 minutes de là dans une vieille maison bleue, au volet blanc avec une balançoire de jardin qui grinçait dès que le vent venait de la mer. Mamie Jeanne était celle qui venait à mes spectacles d'école, même quand je n'avais qu'une seule réplique. C'est elle qui m'a appris à conduire sur le parking vide du gymnase. C'est elle qui gardait mes gâteaux préférés dans son placard parce qu'elle avait remarqué que ma mère n'achetait que ce que Théo aimait. Quand j'étais petite, je pensais que mamie était juste plus affectueuse, mais en grandissant, j'ai compris qu'elle comblait un vide que mes parents laissaient exprès. Elle ne disait jamais que mes parents me détestaient, elle était trop prudente pour ça. Mais une fois, quand j'avais 15 ans, elle a regardé ma mère oublier mon dîner d'anniversaire parce que Théo avait un tournoi de foot, et mamie m'a regardé par-dessus la table de la cuisine en me disant « Ma petite, ne supplie jamais les gens de te voir quand ils se sont entraînés eux-mêmes à détourner les yeux. » Je n'ai pas compris l'importance de cette phrase avant la tempête, car la nuit où ils m'ont laissé derrière eux n'était pas un changement soudain de personnalité. Ce n'était pas une famille aimante prenant une mauvaise décision sous la pression, c'était l'acte le plus honnête qu'ils aient jamais accompli. Ils avaient passé ma vie entière à me montrer que mon confort, ma peur et ma sécurité passaient en dernier, et l'ouragan leur a simplement donné la chance de le prouver quand personne ne regardait. Quand ils sont revenus après 19 heures, trempés par le parking de l'hôtel et irrités par les bouchons, ma mère n'a pas couru vers moi. Elle est passée devant moi en demandant si les chiens avaient abîmé le parquet. Mon père a vérifié les fenêtres avant de regarder mon visage. Théo s'est plaint que le petit déjeuner de l'hôtel était médiocre. Tante Josiane a dit qu'elle n'avait presque pas dormi parce que les oreillers étaient trop durs. Je me tenais dans le couloir, mon souhait encore marqué par les griffes du chat, et je leur ai dit que j'avais cru mourir. Ma mère a soupiré. Comme si je l'embarrassais, « Léa, arrête tes drames, la maison est toujours debout. » Mon père a ajouté que j'étais assez grande pour gérer ça, et Théo a ricané en disant qu'à ma place, il serait reconnaissant qu'on lui fasse autant confiance. Tante Josiane a ajouté que certaines filles de mon âge adoreraient avoir une telle responsabilité. C'est à ce moment-là que j'ai arrêté d'essayer de leur faire comprendre. J'avais survécu à une tempête, mais le calme plat après leur retour me semblait plus froid que le vent. Durant l'année qui a suivi, je suis devenue experte pour disparaître tout en vivant sous leur toit. J'ai arrêté de dire à ma mère quand j'avais mal, j'ai arrêté de demander à mon père de m'emmener quelque part, et j'ai arrêté de réagir quand Théo plaisantait sur le fait que j'étais le fantôme de la famille. J'ai appris que le silence pouvait être un bouclier. Au lycée, on me trouvait concentré, les professeurs me disaient mûr et les conseillers d'orientation affirmaient que j'avais un grand sens de l'objectif. Ils ne savaient pas que cet objectif n'était qu'un autre mot pour l'évasion. Chaque dossier de bourse que je remplissais était une porte qui s'entrouvrait. J'ai choisi des universités assez loin pour que personne ne me demande de rentrer pour le dîner, mais assez proche pour que mamie Jeanne puisse me rendre visite. Je n'en ai parlé qu'à elle. Quand j'ai enfin admis que je postulais dans des écoles à l'autre bout du pays, mamie n'a pas pleuré. Elle a préparé du thé, posé une assiette de sablé au beurre et m'a demandé « De combien d'argent as-tu besoin pour être libre ?» J'ai failli m'effondrer. Pas par tristesse, mais parce que personne ne m'avait jamais posé cette question. Mes parents parlaient de l'argent comme d'un coup, mamie en parlait comme d'un outil. J'ai obtenu une bourse d'excellence pour une
Université à Rennes et j'ai choisi un cursus lié à la gestion des risques naturels et aux assurances immobilières. On me demandait pourquoi une fille de mon âge s'intéressait au code de construction et au plan d'évacuation, et je répondais que les tempêtes me fascinaient. C'était plus facile que de dire que je voulais comprendre chaque système qui m'avait trahi. Je voulais savoir ce que les gens étaient légalement et moralement obligés de faire, et ce qui arrivait quand ils ignoraient les deux. Le lendemain de mon diplôme, j'ai fait mes bagages. Ma mère était dans la cuisine, faisant défiler son téléphone. Pendant que je portais mes affaires vers la voiture de mamie, demandant si j'étais sûr de ne pas faire une scène. Mon père m'a demandé quand je reviendrais pour aider à vider le garage et Théo m'a dit de ne pas trop faire là. Fier juste parce que j'allais à la fac. Tante Josiane a murmuré que les étudiantes revenaient toujours avec un air supérieur. Mamie m'attendait dehors. Moteur tournant. Je me souviens avoir regardé la maison une dernière fois, non. Pas avec tristesse, mais avec un calme vide étrange. L'université ne m'a pas guéri du jour au lendemain. La première fois qu'une colocataire a demandé où était ma famille pour la remise des diplômes, j'ai menti en disant qu'il était occupé. La première fois qu'un orage a coupé le courant dans ma cité. Je suis resté assise sur le sol de la salle de bain pendant 20 minutes. Avant de pouvoir me relever. Mais petit à petit, j'ai construit une vie qui ne nécessitait pas leur approbation. J'ai travaillé plus dur que tout le monde. Parce que je savais exactement ce que je fuyais. J'ai fait des stages dans des cabinets d'assurance, j'ai analysé des rapports de dommages, et j'ai appris comment les maisons échouaient et comment les gens mentaient quand l'argent était en jeu. Mes parents m'appelaient à peine, et quand ils le faisaient, c'était pour un service, expliquer un formulaire, relire un courrier de la mairie ou demander de l'argent pour Théo qui s'était encore mis dans le pétrin. Je disais généralement non. Mamie Jeanne appelait tous les dimanches soirs. Elle est venue me voir 2 fois par an, et lors d'une de ses visites, quand j'avais 22 ans, elle m'a révélé la vérité, mes parents vivaient dans ça. Propriété depuis des années sans presque rien payer. Cette maison sur la côte était la sienne, pas la leur. Ils s'y étaient installés quand j'étais petit temps. Disant qu'ils avaient besoin d'aide, puis ils n'étaient jamais partis, là. Traitant comme un héritage déjà acquis. Mamie payait les taxes et les grosses réparations qu'ils ignoraient. Elle m'a dit, la voix brisée, je me suis trompé sur eux, Léa, je pensais qu'avec de la stabilité, ils deviendraient de meilleurs parents. Puis elle m'a annoncé qu'elle avait changé son testament, la maison me reviendrait à moi seul. J'ai d'abord refusé, sachant que ma mère crierait à la manipulation et mon père au vol, mais mamie a insisté, cette maison a protégé des gens qui ne t'ont jamais protégé, quand je ne serai plus là, je veux qu'elle te protège toi. 3 ans plus tard, mamie s'est éteinte. Dans son sommeil. Je suis retourné dans ma ville natale pour l'enterrement. Gardant mes distances. Ma mère pleurait bruyamment, s'appuyant sur les gens. Comme si elle avait été la fille la plus dévouée du monde. Mon père jouait le rôle du gendre et pleurait et Théo semblait s'ennuyer jusqu'à ce qu'on mentionne la maison. Le testament a été lu 2 semaines plus tard. Je n'étais pas dans la pièce. Mon avocat m'a appelé, et 10 minutes après, mon téléphone a commencé à vibrer sans s'arrêter. Ma mère a laissé un message commençant par une fausse confusion et finissant par une rage pure. Mon père a envoyé « Rappelle-moi ». Immédiatement. Théo a écrit un long texte sur l'unité de la famille, comme si elle n'avait pas été brisée le jour de ma naissance. Tante Josiane m'a accusé d'avoir empoisonné l'esprit d'une vieille femme contre son propre sang. Pour la première fois, j'ai compris que le pouvoir n'avait pas besoin de crier. J'aurais pu les expulser immédiatement, mais j'ai préféré utiliser les outils de ma profession. J'ai envoyé un contrat de bail formel au prix du marché, avec des règles strictes sur l'entretien et l'occupation. Seuls mes parents étaient locataires autorisés, tante Josiane et Théo ne figuraient pas sur la liste. Mon
Père a trouvé cela irrespectueux, mais ils ont signé au 28e jour sur les 30 accordés. Pendant 3 ans, je suis resté professionnel, aucune visite pour les fêtes, aucun message émotionnel, juste des factures et des quittances de loyer. Puis, les paiements ont commencé à arriver en retard, et Théo est soudainement redevenu amical, m'envoyant des photos de sa nouvelle carte de visite d'agent immobilier, suggérant qu'on se voit entre adultes. Je savais que quelque chose n'allait pas. Il a fini par avouer que la santé de mon père déclinait et que mes parents avaient réuni 55 000 € pour me racheter la maison à un prix d'amis. La propriété en valait le triple. Je suis retourné sur place et j'ai trouvé la maison en piteux état, la peinture bleue de mamie était grise, le jardin était en friche. Ils avaient traité la maison comme ils m'avaient traité, utile jusqu'à ce qu'elle demande des soins. Lors de notre rencontre, ils ont joué la carte de la nostalgie et du sacrifice. Mon père a dit que j'avais réussi et que je n'avais pas besoin de presser mes propres parents. J'ai attendu qu'ils finissent ces mensonges et j'ai demandé, vous souvenez-vous de ce que vous avez dit en clouant ma fenêtre avant la tempête? Ma mère a explosé, disant que je ruminais le passé, que j'étais en vie et que la maison était debout. C'est là que j'ai ouvert mon dossier. Je leur ai annoncé que je ne vendais pas la maison à eux, mais à une société de retraite côtière, qui allait transformer la bâtisse en gîte éco-responsable et sécurisé contre les tempêtes. Ils avaient 60 jours pour partir. Ma mère a pleuré des larmes de manipulation, mon père a dit que mamie aurait honte de moi, et Théo a essayé de jouer les médiateurs. C'est alors que tante Josiane est descendue en chaussons du premier étage, prouvant qu'elle vivait là illégalement. J'ai commencé à enregistrer la scène. Mon père m'a menacé de ne plus jamais être la bienvenue dans la famille, et j'ai réalisé que je n'avais jamais été la bienvenue. En partant, j'ai reçu un message d'un ancien voisin, Monsieur Bell, m'avertissant que mes parents racontaient partout que je les faisais chanter et que j'avais manipulé mamie alors qu'elle était sénile. Ils essayaient de bloquer les permis municipaux pour la vente en me faisant passer pour instable et malhonnête. Le lendemain, j'ai engagé une avocate redoutable, Maître Maddox. Nous avons envoyé un avis d'expulsion de 30 jours pour violation de bail et entrave à une transaction commerciale. Mon père a envoyé des menaces écrites, ce qui était une erreur monumentale. Théo est venu chez moi pour me dire que je devenais pire mais je lui ai répondu que je n'agissais pas contre une enfant sans défense, mais contre des adultes malveillants. Lors de la réunion municipale pour les permis, ma mère a fait son numéro de victime devant le conseil, mais quand est venu mon tour, j'ai produit les faits, le bail non respecté, les menaces écrites de mon père et, surtout, le rapport météo de la nuit de la tempête Isabella. J'ai raconté devant toute la ville comment il m'avait laissé seul à 17 ans dans le noir total, fenêtre clouée de l'extérieur. Le silence dans la salle était assourdissant. Un conseiller a demandé à mon père s'il avait vraiment barricadé une mineure à l'intérieur, et son bafouillage a scellé leur sort. Le permis a été accordé à l'unanimité. Le jour de l'expulsion, je suis venu avec un huissier et un gendarme. Ma mère a supplié pour 2 semaines de plus, mais je lui ai rappelé que 30 jours étaient plus que ce qu'il m'avait donné cette nuit-là. Mon père est parti. Sans un regard, tante Josiane a chargé ses cartons et Théo a enfin arrêté de parler. Mon téléphone a ensuite explosé de messages de pardon hypocrites et de reproches familiaux. J'ai envoyé un message groupé, quand j'avais 17 ans. Personne ne m'a protégé, ne venez pas me faire la morale maintenant qu'ils font face aux conséquences de leurs actes. La vente a été conclue et j'ai utilisé une partie de l'argent pour créer un fonds de secours au nom de Mamie Jeanne pour aider les familles et les animaux lors des évacuations d'urgence. Cette histoire nous rappelle que la famille se prouve par la protection et le respect, pas par le sang. Pardonner sans que l'autre ne soit tenu responsable n'est qu'une permission pour une prochaine cruauté. Il y a 9 ans, je souriais dans le noir.
parce que je comprenais que j'étais seul. Aujourd'hui, je souris parce que je ne suis plus leur prisonnière.